des Juifs de France. Et oui, c'est le feuilleton historique de Radio J que vous avez hâte de retrouver tous les matins, chroniques de Christophe Dard. Et un rendez-vous que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre. Et pour ce nouvel épisode, eh bien, comme promis, nous sommes au XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières qui va voir justement naître un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel. Mouvement qui va concerner une grande partie de l'Europe occidentale, dont la France. Et nous allons plus précisément parler aujourd'hui avec Christophe des relations entre les principaux philosophes des Lumières et les Juifs. Nous avons parlé précédemment de Voltaire, qui méprisait, qui haïssait les Juifs. Eh bien, évoquons à présent les rapports entre les Juifs et Montesquieu, Rousseau, Diderot, des auteurs prolixes qui ont souvent évoqué le judaïsme et la place des Juifs dans la société. Tout d'abord, donc, Christophe, parlons de Charles de Montesquieu, que l'on présente souvent comme le plus judéophile des philosophes des Lumières. Est-ce que c'était vraiment le cas ? C'est assez exact, oui, surtout comparé à Voltaire ou même à Diderot, dont nous parlerons plus loin, même s'il est sans doute moins documenté, Montesquieu, que Voltaire, notamment sur la Bible, puisqu'il n'évoque pas l'Ancien Testament. Montesquieu parle des Juifs dans ses fameuses lettres persanes, ce roman épistolaire basé sur des échanges entre deux voyageurs persans, Usbek et Rika, et publié en 1721. Dans une des lettres, on peut lire « La religion juive est un vieux tronc qui a produit deux branches qui ont couvert toute la terre. Je veux dire le mahométisme et le christianisme, ou plutôt c'est une mère qui a engendré deux filles qui l'ont accablé de mille plaies. Et les Juifs se regardent donc comme la source de toute sainteté et l'origine de toute religion. » Et ce n'est pas la seule référence en faveur des Juifs que l'on rencontre dans l'œuvre de Montesquieu. Dans un autre et célèbre ouvrage, L'Esprit des lois, il revient sur les nombreuses persécutions qu'ont subies les Juifs pendant des siècles de la part des Romains, des Wisigoths, des rois de France au Moyen-Âge et des inquisiteurs espagnols et portugais qu'il critique d'ailleurs ouvertement. Il est décrit comme incapable de toute lumière et de toute instruction. Et il se montre même assez ironique, Montesquieu, à l'égard de l'Espagne et du Portugal. Je le cite, ils ont de petites politesses qui en France paraîtraient mal placées. Par exemple, un capitaine ne bat jamais son soldat sans lui en demander la permission, et l'Inquisition ne fait jamais brûler un juif sans lui faire des excuses. Vous noterez bien sûr toute l'ironie de Montesquieu. Alors que ce soit dans les lettres persanes ou dans l'Esprit des lois, Montesquieu se réjouit du recul des persécutions, en tout cas à l'égard des Juifs, et d'une plus grande tolérance à leur égard. Et effectivement, à la lettre 120 des fameuses lettres persanes, on peut lire cette célèbre citation « Les Juifs, toujours exterminés et toujours renaissants, ont réparé leurs pertes et leur destruction continuelle par cette seule espérance qu'ont parmi eux toutes les familles d'y voir naître un roi puissant qui sera le maître de la terre. » On a ce même optimisme dans l'Esprit des lois. Vous vivez dans un siècle où la lumière naturelle est plus vive qu'elle n'a jamais été, où la philosophie a éclairé les esprits, où la morale de votre évangile a été plus connue, où les droits respectifs des hommes les uns sur les autres, l'empire qu'une conscience a sur une autre conscience, sont mieux établis. Alors passons maintenant à un autre philosophe célèbre des Lumières, le Suisse Jean-Jacques Rousseau, que Voltaire qualifiait d'ailleurs de faux frère et de Judas de la confrérie. Comme Montesquieu, il exprime lui sa sympathie pour les Juifs, et c'est même dans son cas de l'admiration, on peut le dire, pour un peuple qui a souffert mais qui reste malgré tout debout. Et il écrit par exemple dans ses fragments politiques: un spectacle étonnant et vraiment unique est de voir un peuple expatrié n'ayant plus ni lieu ni terre depuis près de 2000 ans, un peuple altéré, chargé, mêlé d'étrangers depuis plus de temps encore, n'ayant peut-être plus un seul rejeton des premières races, un peuple épars, dispersé sur la terre, asservi, persécuté, méprisé de toutes les nations, conservé pourtant ses coutumes, ses lois, ses mœurs, son amour patriotique et sa première union sociale, quand tous les liens en paraissent rompus. C'est ce qu'on peut vraiment appeler, Ilana, une déclaration d'amour. Et assez rare à l'époque en plus. Alors Rousseau propose même la création d'un État pour les mettre à l'abri des persécutions. C'est quand même très avant-gardiste. C'est incroyable que quelqu'un ait pu penser à cela 2 siècles avant la fondation de l'État d'Israël. Et contrairement à Voltaire et son anti-judaïsme, et Montesquieu qui n'en parle pas, Rousseau a aussi du respect pour la religion juive et pour les Hébreux de l'Ancien Testament. Et là, il faut se référer à l'ouvrage du Contrat social, ce traité majeur publié en 1762, où le philosophe genevois a écrit « La loi judaïque toujours subsistante, celle de l'enfant d'Ismaël qui depuis 10 siècles régit la moitié du monde, annonce encore aujourd'hui les grands hommes qui les ont dictés, et tandis que l'orgueilleuse philosophie ou l'aveugle esprit de parti ne voit en eux que l'heureux imposteur », allusion à Voltaire, bien sûr, vous l'aurez compris, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables. Rousseau est bien l'un des seuls à s'intéresser de près aux institutions du peuple juif. Mais Rousseau a conscience quand même, a le sentiment qu'exprimer publiquement et ouvertement son respect pour les Juifs peut être
risqué. Il écrit dans Émile ou de l'éducation: si quelqu'un, je cite, osait publier parmi nous des livres où l'on favoriserait ouvertement le judaïsme, nous punirions l'auteur, l'éditeur et le libraire. Et si vous vous souvenez bien, on a déjà dit que les écrits de Voltaire sur les Juifs avaient servi la propagande sous le régime de Vichy. Bien, c'est tout l'inverse à la même période pour Rousseau pendant le XXe siècle et surtout pendant la Première Guerre mondiale. À l'extrême droite, notamment dans le journal monarchiste et antisémite L'Action française, y est comparé Rousseau à un juif méprisable dont l'œuvre maîtresse du contrat social est comparée à la halakha rabbinique. Vous savez, c'est l'ensemble des obligations religieuses auxquelles doivent se soumettre les juifs durant leur existence. Et c'est ce que l'on apprend du coup dans l'ouvrage Les philosophes des Lumières dans la France des années noires, Voltaire, Montesquieu, Rousseau et Diderot, de Pascal Pelgrin, chercheuse au CNRS, et dont le travail sur les rapports entre les philosophes des Lumières et les juifs m'ont aidé à préparer ce dossier. Et parlons maintenant de Denis Diderot. S'il a moins laissé de textes sur le sujet que Rousseau et Montesquieu, il consacre un chapitre aux Juifs dans le célèbre Encyclopédie, édité de 1751 à 1772. Sans être aussi hostile que Voltaire, Diderot a peu de sympathie pour les Juifs, utilisant d'ailleurs les mêmes mots pour dénigrer la religion hébraïque. Il écrit en effet: on ne doit pas s'attendre à trouver chez les Juifs de la justesse dans les idées, de l'exactitude dans le raisonnement, de la précision dans le style. En un mot, tout ce qui doit caractériser une saine philosophie. On y trouve au contraire qu'un mélange confus des principes et de la raison et de la révélation, une obscurité affectée et souvent impénétrable, des principes qui conduisent au fanatisme, un respect aveugle pour l'autorité des docteurs et pour l'Antiquité. En un mot, tous les défauts qui annoncent une nation ignorante et superstitieuse. Et Diderot emploie en effet, comme Voltaire, les termes de fanatique et de superstitieux pour désigner les Juifs. En revanche, à l'instar de Voltaire, d'ailleurs, il critique les persécutions subies par les Juifs pendant les croisades et sous l'Inquisition. En 1762, dans Le Neveu de Rameau, il écrit un chapitre intitulé « Le renégat d'Avignon », dans lequel il s'emporte de la dénonciation d'un riche négociant juif à l'Inquisition pour spolier tous ses biens. Et là aussi, il aborde le besoin pour les Juifs de se protéger des discriminations et donc quelque part de créer un État, puisqu'il écrit notamment: la nation juive doit subsister, mais direz-vous, d'où vient qu'on ne voit plus ni carthaginois ni lacédémoniens? La raison est qu'ils ont été incorporés dans d'autres peuples, mais la religion des Juifs et celle des autres peuples chez lesquels ils habitent ne leur permettant pas de s'incorporer avec eux, ils doivent faire une nation à part. Et puis Diderot, qui a beaucoup voyagé, comme la plupart d'ailleurs des philosophes des Lumières, a également laissé de belles pages sur les synagogues de Hollande qu'il a visitées. Et puis il s'inquiète aussi par ailleurs, Diderot, du sort des Juifs en Russie dans ses échanges avec l'impératrice Catherine II. Je le cite: l'entrée de la Russie a été défendue aux Juifs en 1764, puis cette défense fut abrogée. Y a-t-il ici des Juifs? S'il y en a, à quelles conditions? Sont-ils traités comme les autres étrangers? Et combien y a-t-il à peu près de Juifs? Vous voyez que Diderot, quelque part, s'inquiète par rapport à la situation de son époque. Et oui, autant de questions qui montrent un intérêt pour la question juive sans pour autant faire preuve de bienveillance de la part de Diderot. Merci Christophe Dard pour ce nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France, consacré donc à la manière dont les philosophes des Lumières voyaient et jugeaient les Juifs au XVIIIe siècle.